RMC, After Italy. Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Et pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Mettez une note, écrivez un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des joueurs, des clubs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao a tutti. Et avec Loïc Moreau. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut Daniele, salut tout le monde. Tout va bien les garçons? Top. Vous avez kiffé votre mercato d'hiver en Serie A parce qu'on va en parler. Vous êtes prêts? Pas du tout, c'était nul. Ah. Et pourtant, ça a dépensé. Moi j'aime. Ah, bah de toute façon, toi, t'es italien, tu aimes tout le temps. On aime le mercato, c'est le sport national en Italie. C'est pour ça qu'on en parle également. On va tirer le bilan donc, de ce marché d'hiver en Serie A. On va pas se mentir, c'est loin d'être satisfaisant malgré des investissements très conséquents. C'est parti pour l'After Italy. Avant de rentrer dans le détail des mouvements réalisés cet hiver dans le championnat italien, Lolo, combien les clubs de Serie A ont dépensé cet hiver et si on compare avec les autres grands championnats européens? C'est assez étonnant, c'est de voir que la Serie A beaucoup dépensé cet hiver quand même. C'est le deuxième championnat le plus dépensier dans le top 5 européen. Alors loin derrière la Première Ligue et c'est quasiment 500 millions d'euros dépensés durant l'hiver, mais quand même 243 millions d'euros claqués par le championnat italien. C'est beaucoup plus, c'est plus du double que la Bundesliga, troisième, que la Ligue 1 avec un tout petit peu plus de 100 millions d'euros et que la Liga qui a vraiment pas sorti le chéquier, a pas beaucoup bougé, en tout cas on n'a pas beaucoup dépensé du côté espagnol. Ça c'est le fair play financier à la sauce Javier Tebas qui fait des siennes. Daniele, ton regard sur le montant des dépenses en Serie A, il y a tant d'argent que ça en Serie A? En fait, aussi cet été, l'Italie et la Serie A, c'était le deuxième championnat derrière la Premier League. On n'a pas l'impression parce qu'on n'arrive plus à joueurs qui coûtent 50 ou plus millions. Mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en Italie. Il y a beaucoup d'argent gaspillé, bien sûr. Il y a aussi beaucoup d'argent qui rentre par des joueurs vendus. Et il y a aussi beaucoup de sociétés endettées. Ça, c'est un petit détail, mais beaucoup de sociétés en Italie, elles ont des dettes, après des dettes différentes. On n'est pas encore comme en Turquie, mais je pense que c'est un peu... on est un peu dans un moment où les équipes en Serie A, elles sont en train d'investir. Et pour arriver à des résultats qu'ils n'arrivent pas, il va y avoir des soucis. D'ailleurs, certaines sociétés, elles sont déjà dans un moment où elles font un peu plus attention que dans le passé. Mais oui, ça circule beaucoup. Il n'y a pas énormément d'argent, mais ça circule beaucoup. Malgré ces 243 millions d'euros investis, il y a eu peu d'acquisitions clinquantes dans ce mercato hivernal. Bon, du côté français, nous on a particulièrement scruté le marché italien parce qu'il y avait deux attaquants de l'équipe de France qui ont failli signer en Serie A, Randal Kolo Muani et Jean-Philippe Mateta. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait, Daniele? On va peut-être commencer par le cas Kolo Muani. Kolo Muani, apparemment, c'était fait. Ils étaient d'accord, mais finalement, je n'ai pas trop bien compris qu'est-ce qui n'a pas marché. C'était un joueur qu'à la Juventus, il avait déjà bien fait l'année dernière, je pense qu'il serait revenu volontiers. Et je pense qu'ils ne se sont pas retrouvés sur les détails, sur la question de les prêts avec obligation d'achat. En ce moment, voilà, en Italie, ils ont appris qu'il ne faut pas trop s'y lier avec des obligations, des choses comme ça. La Juventus, en plus, peut-être qu'elle a aussi viré des priorités parce que là, en ce moment, elle est en train de renouveler les contrats de Kenan Yıldız, que c'est effectivement, moi je pense que ça devait être la priorité de la Juventus parce que c'est l'étoile de la Juventus. Donc peut-être c'est juste un changement un peu de perspective. Lorsque pour Mateta, là c'était un mystère encore plus grand parce que c'est un joueur que voilà, il a joué en continuité pendant les dernières 2 saisons au Crystal Palace. Il a bien fait. Mais les Milan AC, ils avaient des doutes sur un problème au genou. Ils ont envoyé un médecin à Londres. Regardez, les médecins, il a dit bah non, en fait, ça va pas bien, il a un problème. Et on aurait dit que c'était un autre coup du Milan, comme ils avaient fait avec Boniface. Moi, même à l'after, lundi, je commentais au drôle des dames, j'ai commenté en disant c'est bizarre, je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière parce que c'est pas possible. Mais en fait, non. Là, on vient de comprendre que peut-être Mateta va se faire opérer. Il va peut-être sauter les prochains 3 mois. Donc, mais tu sais, Daniele, que dans le monde... Vous avez raison.
Dans le monde des agents, on est en train de dire qu'il ne faut plus envoyer de joueurs au Milan parce qu'ils sont très tatillons et qu'ils vont plus loin dans l'expertise de la visite médicale que d'autres clubs. Est-ce qu'on en parle de ça en Italie aussi, de ce côté très rigoureux et presque zélé des médecins du Milan ? Non, pas forcément, mais parce que c'est vrai qu'il y a toute une histoire de Milan Lab où a priori le niveau physique il est un peu plus élevé qu'ailleurs et c'est vrai qu'ils ont des histoires de joueurs que soit ils se sont blessés, soit ils ont trouvé des problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Sissoko, l'ancien latéral gauche de Lyon. Ali Sissoko, Ali Sissoko, ils l'ont pas voulu pour un problème aux dents. Que eux ils pensaient que c'était lié au muscle et ils avaient raison cette fois aussi et là apparemment je suis désolé de te contredire Daniele, mais ça avait été une grosse excuse de l'AC Milan. En fait il avait aucun problème aux dents, c'est juste que les agents n'avaient pas réussi à s'entendre. On avait eu l'agent d'Ali Sissoko d'ailleurs qui était venu dans l'after FC, donc là c'est du bullshit. Milan sur Ali Sissoko c'est vraiment du bullshit, il a jamais eu aucun problème aux dents. D'ailleurs ça l'a pas empêché de poursuivre sa carrière après en première ligue, donc attention quand même aux médecins de l'AC Milan. Ah ben d'accord, alors tu vois, c'est très bien parce que voilà, en Italie on n'en a pas parlé notamment. Bizarrement. Et là aussi, franchement, la nouvelle qui nous est arrivée en Italie, et je ne sais pas si c'est confirmé, je pense que oui parce qu'on s'est écrit avec Julien mardi et aussi en Angleterre il disait ça, mais apparemment le Crystal Palace il est en train de réfléchir si Mateta il doit effectivement s'opérer. Donc peut-être que sur Sissoko ils n'avaient pas raison, mais là peut-être qu'ils ont raison. Donc, en tout cas on ne sera pas étonné de voir que certains agents sont un peu plus refroidis à l'idée de placer leurs joueurs désormais chez les Rossoneri. Pour en revenir à Kolo Muani, donc qui aussi visiblement l'une des raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait, c'est parce qu'il a été retenu par Thomas Frank, son entraîneur à Tottenham. La Juventus, Lolo, elle s'est tournée vers un autre profil, l'attaquant ivoirien de Nice, Jérémy Boga. C'est pas le même standing. Non, c'est pas le même standing et c'est surtout pas le même poste en fait. Jérémy Boga, il va être doublure de Kenan Yildiz dont Daniele parlait à l'instant. Alors Jérémy Boga, c'est vrai que ce qui peut expliquer aussi qu'il y a eu ce mouvement un petit peu étonnant, c'est parce qu'il a un vécu en Serie A, un vécu qui est assez conséquent, 5 saisons d'abord avec Sassuolo puis avec l'Atalanta, plus de réussite quand même à Sassuolo qu'à l'Atalanta, mais ça fait quand même plus de 136 matchs de Serie A, 20 buts, 14 passes décisives, ça fait de lui quelqu'un de décisif toutes les 233 minutes, ce qui n'est pas dingo pour un ailier qui plus est destiné à jouer à la Juventus, mais c'est à peu près les standards qu'il avait cette saison avec l'OGC Nice. On rappelle pourquoi il a quitté l'OGC Nice, c'est parce que depuis fin novembre, il était en arrêt de travail après une grosse embrouille avec les supporters, je ne sais pas si on peut les qualifier de supporters, mais mettre des guillemets, niçois, et donc depuis, Jérémy Boga ne jouait plus pour l'OGC Nice, donc il fallait trouver une porte de sortie, et cette porte de sortie ça s'appelle Juve. Après, il reste à savoir s'il va avoir du temps de jeu ou s'il va juste chauffer le banc. Quel sera son rôle justement? Quel rôle tu lui vois, tu lui imagines, Daniele, chez les Bianconeri à Jérémy Boga? Ben, c'est ce qu'il a dit Loïc, c'est-à-dire ça va faire le remplaçant au moins. Il commence pour être le remplaçant de Yildiz, que d'ailleurs il n'avait pas. Ce soir, la Juventus va jouer en Coupe d'Italie sans Yildiz, et il va y avoir peut-être McKennie dans cette position. Boga est dans le groupe d'ailleurs. Il fallait quand même... Oui, on ne sait pas je pense qu'il ne va pas commencer, au moins c'est ce qu'ils disent, mais il fallait un joueur qui jouait à la place d'Yildiz parce qu'il ne peut pas jouer tous les matchs, surtout en pensant à l'année prochaine. Mais tu avais déjà Francisco Conceição, tu avais déjà Zegrova, Openda, qui peuvent aussi, alors c'est pas le même profil, mais ils peuvent aussi évoluer sur le côté gauche de l'attaque, non déjà? Zegrova et Conceição, c'est plutôt à droite. Openda, il n'a jamais essayé à gauche. Il aurait pu essayer Openda et Jonathan David ensemble, mais Spalletti, il n'a pas fait souvent. Je pense aussi que Boga, c'est un de ces cas où le joueur ne coûte pas beaucoup, parce que je pense que l'obligation d'achat ou la condition d'achat, c'est à 4-5 millions. 5. Voilà, très peu. Donc, il ne coûte pas cher. C'est qu'en Italie on appelle usato garantito, c'est-à-dire c'est peut-être pas une nouveauté qui va enflammer l'esprit des supporters, mais en Italie il a bien fait, et il y a l'idée peut-être il va faire la même chose, même si en Italie, moi je dis avec Boga, il a bien fait au Sassuolo,
il n'a pas aussi bien fait à l'Atalanta. Donc on va voir, et à Nice, il n'a pas très très bien fait. Donc on va voir quel genre de beau gars il va arriver à la Juventus. C'est vrai que ça a un peu surpris tout le monde, parce que c'est pas les joueurs qui va monter les niveaux de la Juventus. L'un des plus gros transferts de l'hiver en Serie A, ce n'est pas celui de Jérémy Boga, c'est le retour de Giacomo Raspadori, même s'il n'est pas arrivé dans le club qu'on imaginait à la base, Lolo. Ah non, puisqu'on en parlait normalement, c'était quand? C'était en fin d'année dernière, au mois de décembre. Il était censé signer à la Roma, comme Joshua Zirkzee. Et ben finalement, on le retrouve du côté de l'Atalanta. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant. Giacomo Raspadori, il était encore en Serie A il y a 6 mois. Et il avait été transféré donc, de Naples à l'Atlético de Madrid cet été. Et le revoilà déjà de retour, un retour sec, puisque l'Atalanta a lâché quand même 22 millions d'euros pour s'attacher ses services. On sait que ça n'a pas du tout fonctionné avec Diego Simeone et du coup il vient à l'Atalanta pour essayer de se relancer. Depuis son arrivée, il n'a pas beaucoup joué pour l'instant, forcément. 2 matchs, un petit but. Après, il a une responsabilité qui s'est accentuée sur les dernières heures du mercato, puisque la méga star de l'Atalanta, et pas que de la Serie A, Ademola Lookman, a fait le sens inverse et est parti à l'Atlético. Ouais, ce qui a rapporté là aussi beaucoup d'argent à l'Atalanta. Pour prendre la mesure du vide que va laisser Ademola Lookman à l'Atalanta, ça va être compliqué à combler ce vide-là. Depuis qu'il est arrivé en Italie, donc depuis la saison 2022-2023, Ademola Lookman, c'est tout simplement top 3 des joueurs de Serie A les plus impliqués dans les buts. Donc on a additionné buts et passes décisives, 59 implications. Derrière Lautaro, l'Interiste, et Leao, le Milaniste. Donc ça place quand même un joueur. Ademola Lookman, il sort aussi d'une canne assez énorme. Il a eu beaucoup de mal, c'est vrai, en début de saison. Il y a eu son non-transfert à l'Inter qui l'a pas mal perturbé. Mais voilà, Daniele le confirmera ou pas, mais je pense qu'il le confirmera. Ça reste quand même encore un grand nom de Serie A qui quitte le championnat. Ouais, justement, Daniele, c'est difficile de se dire que l'Atalanta sort gagnante de ce deal-là. Oui, c'est vrai, mais elle sort gagnante sur un point de vue politique, je pense, parce que Lookman, il voulait partir il y a 2 ans, ils lui ont empêché de partir, ils lui ont demandé d'attendre un an. Il devait partir cet été, mais après, ils ont eu l'offre pour Retegui, donc ils ont encore une fois obligé Lookman, ils l'ont convaincu à rester. L'Inter est arrivé avec une grosse offre, mais ils ont fait beaucoup de publicité, ils ont parlé aux journaux, ils l'ont dit à la télé. Je pense que Percassi n'a pas aimé ça et il a dit Lookman, il va partir quand nous le décidons, dans l'équipe qui nous on va choisir. Ils ne voulaient pas le vendre en Italie, ils n'ont pas arrivé à le vendre à l'étranger, ils ont arrivé à le vendre, à l'étranger, donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est vrai que Lookman, depuis 2 ans, ce n'était pas exactement les mêmes joueurs qui a gagné l'Europa League avec un triplé en finale contre Leverkusen. Quand Raspadori il est arrivé, il devait aller à la Roma, il devait aller à Naples, même retourner à Naples après quelques mois. Quand il a choisi l'Atalanta, c'était un peu un coup de foudre comme ça qui arrivait dans les sites de news italiennes. On a compris, voilà, ils ont trouvé où vendre Lookman. Après, Lookman, il doit aller à Fenerbahçe, il est allé à Madrid. Bon courage à Lookman, mais je pense que c'est vrai, lui, il va laisser un vide, mais lui aussi, il va perdre un peu son contexte idéal des jeux. L'Italie et en particulier les équipes comme l'Atalanta, où il y a tout un système qui lui fait un peu de filet de sauvetage, parce que ce n'est pas un joueur très très continu, très très constant. On va voir comment ça se passe à Madrid. Moi, je lui souhaite bien évidemment toute la bonne chance du monde. Mais je pense que l'Atalanta, elle a assez de talent pour le remplacer. Et espérons que Raspadori, lui aussi, se relance en vue des barrages d'abord et d'une possible Coupe du Monde pour la nationale. Et dans un instant, on parle du mercato de la Roma avec l'arrivée d'un joueur du Bayern et d'un joueur d'Aston Villa. À tout de suite. De retour dans l'After Italie, toujours avec Daniele Manussia, notre drôle de dame italienne, avec Loïc Moreau. On parle du bilan du mercato hivernal en Serie A et on se penche maintenant sur celui d'un club en particulier, le club de la Roma, puisque c'est l'autre nom de ce mercato hivernal qui est arrivé en Italie, Daniel Malen, l'attaquant international néerlandais qui n'avait jamais vraiment convaincu Aston Villa, Lolo.
Non, effectivement, Malen, de toute façon, il a eu du mal un peu partout où il est passé depuis qu'il a quitté le PSV. Daniel Malen, on sait, international néerlandais, c'est un joueur dans lequel beaucoup voyaient énormément de potentiel, mais qui a eu du mal à s'imposer. On sait que la Roma, elle cherchait un neuf. On en avait parlé aussi dans les After Italie précédentes, les difficultés d'Evan Ferguson, prêté par Brighton et qui pourrait d'ailleurs partir en Turquie, parce que le marché n'est pas fini là-bas. Arten Dovbyk qui est blessé et qui a du mal à s'imposer. Donc il y a eu Daniel Malen, effectivement, c'était pas le choix numéro 1, on l'a dit, Joshua Zirkzee était celui qui était l'élu et puis qui aurait fité parfaitement dans cette équipe de Gianpiero Gasperini. Donc là, voilà, il a commencé, 3 matchs, 3 titularisations, 1 but. Reste à savoir comment il va s'insérer justement dans le schéma de Gasperini. On sait qu'il compte beaucoup sur son association avec Paulo Dybala pour que ça fonctionne au mieux pour l'un comme pour l'autre. Le problème, c'est que Dybala, il est blessé 1 match sur 2. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation encore qui entourent l'arrivée de Malen. Daniele, qu'est-ce que tu as pensé des débuts de Daniel Malen et est-ce que c'est l'attaquant qu'il fallait à Gianpiero Gasperini? Alors c'est vrai que la chose la mieux qu'on a vue dans les premiers matchs, c'était la liaison avec Dybala. Quand ils ont joué ensemble, ils se sont trouvés très bien avec des balles par terre, avec des combinaisons dans des espaces étroits. Moi, je pense qu'il a bien fait au début. Après, il y a eu un peu trop de hype, comme on dit en Italie. Je pense aussi, je suis pas très sûr que ça soit un pur numéro 9. Il faut quand même du travail pour Gasperini pour le faire devenir vraiment un attaquant avec 15-20 buts par saison. Mais la Rome, comme on l'a dit, elle avait un besoin désespéré d'attaquants, d'ailier gauche. Et on a pris aussi Saragossa, on en a parlé. Moi, je pense par contre que les marchés, c'est aussi une question de rêve. Il faut rêver, il faut avoir des joueurs qui font rêver. Les supporters En tout cas, il a de la détente. Avec Malen. Quand on voit la photo, il a de la détente, Oui. parce qu'il est allé chercher quand même le haut du drapeau. Voilà la photo. Oui. Non, mais c'est un joueur, voilà, il a enthousiasmé tout de suite les supporters italiens. Moi, personnellement, je suis plutôt du genre à m'enthousiasmer pour Robinho Vaz, pour un jeune de 18 ans qui a fait quelques peu de matchs et qui ça peut être vraiment un crack générationnel. Peut-être pas, mais moi, voilà, j'aime bien rêver. Après, Malen, il a fait très bien au début. Là, il a eu quelques soucis dans les derniers matchs. Par contre, j'ai regardé les réseaux sociaux quand il est arrivé. C'est la première fois que la AS Rome, elle prend un joueur dans une autre équipe où les supporters de l'autre équipe, ils ne se plaignent pas. Ils ne sont pas contents qu'il parte, son joueur. Ah oui. Donc voilà. Ils ne disent pas, ah bon, mais comment ils ont fait pour acheter ces joueurs-là. Voilà. Ils ont dit, mais non, mais Malen, en fait... il est quoi? Il est prêté? Oui, il est prêté. Oui, il est prêté. Je crois qu'il est prêté. Ouais. Je ne veux pas dire de bêtises, mais. On va vérifier ça. Daniel Malen, ancien joueur du Borussia Dortmund, donc il va jouer devant, plutôt avant-centre ou sur un côté. Sur un côté, tu le disais, Daniele, il y a également l'arrivée de l'ailier espagnol du Bayern, Brian Zaragoza. Il a été rappelé de son prêt au Celta de Vigo. Zaragoza qui est également prêté d'ailleurs à la Roma, et avec le Celta de Vigo, c'était 26 matchs cette saison, 16 titularisations, 2 buts, 4 passes décisives. Bon, pourquoi faire Zaragoza à la Roma, Daniele? Pour jouer sur le côté gauche où il n'y avait pas de joueurs. Il y avait Pellegrini qui a fait les derniers matchs. Pellegrini, c'est plutôt un numéro 10, soit un milieu relayeur. Saragossa, c'est vraiment un dribbleur. C'est un dribbleur pied droit qui joue à gauche, 1m64, il faut le dire. Il est arrivé à l'aéroport des Roma, les supporters, ils ont commencé à dire « Ah bon, mais c'est qui qu'on a pris il va jouer avec l'équipe des jeunes. » Mais en fait, non, c'est ses caractéristiques. Il a fait très bien avec le Sasuna. C'est même un des joueurs qui a mis plus en difficulté la défense de Barcelone dans les récentes années. Et je pense qu'il peut très bien faire. Il y a des questions caractérielles. Moi, j'aime beaucoup les joueurs andalouses. Lui, il vient de Malaga. Ils ont un sale caractère, on va dire. Ils sont un peu prétentieux. Ils veulent toujours faire la chose qui casse les matchs. Donc, j'aime bien les voir et j'espère qu'il se montre avec les coulots avec lesquels il a joué au Osasuna. J'espère ne pas avoir dit quelque chose de grossier. On dit un coulout, jouer avec le culot. Le culot. Du culot, ouais. Non, culot, ça passe. Un culot, ça passe moins.
Mais, par rapport à ce qu'on disait, c'est un prêt, Daniel Malen, et donc Zaragoza aussi c'est un prêt, donc 2 prêts pour l'AS Roma. Option d'achat ou pas pour Malen, Ouais. non, je ne crois pas. Bon, très bien. Pour Malen, c'est obligation d'achat si la Roma elle se qualifie pour l'Europa League ou la Champions League. Je pense autour de 35-37 millions. Ah oui, quand même. C'est cher. Ouais. Bon. C'est le marché comme ça. De toute façon, aujourd'hui, quand on voit ce que coûte un attaquant sur le marché, on parlait tout à l'heure de Mateta, donc qui n'a pas signé avec le Milan, mais en même temps, le Milan avait pris les devants en obtenant le prêt avec option d'achat de Niklas Füllkrug. Ça donne quoi ces débuts sous le maillot milanais, Lolo ? Pour l'instant, il joue peu. Niklas Füllkrug, il joue effectivement. On voit depuis son arrivée, il a déjà disputé 7 matchs, mais un seul en tant que titulaire, un petit but marqué. C'était le cas aussi en début de semaine. Le match à Bologne, il a fait son entrée en jeu lors de la large victoire de l'AC Milan. Après, voilà, Niklas Füllkrug, on savait qu'il arriverait dans ce rôle-là. On sait que selon le schéma de Max Allegri, il y a 2 attaquants quasiment inamovibles, en tout cas quand ils ne sont pas blessés, c'est Christian Pulisic et Raphaël Leao, et que derrière il y a Christopher Nkunku aussi qui est, on va dire, le concurrent numéro 1. Il y a Santiago Jiménez aussi qui est blessé en ce moment, mais qui fait partie de cette rotation. Donc il y a de la densité au niveau de l'attaque de l'AC Milan. Donc Niklas Füllkrug, voilà, il apporte un profil différent, mais plus en sortie de banc que comme titulaire. L'autre club de Milan, l'Inter, n'a pas réussi à recruter ses cibles de l'hiver. On a parlé de Cancelo, on a parlé de Perisic, de Curtis Jones, de Moussa Diaby. Mais finalement, celui qui a débarqué, en tout cas pour l'été prochain, parce qu'il a été prêté dans la foulée au club auquel il appartenait, c'est Yanis Massolin. Regardez cette photo de la signature du jeune Français qui fait le buzz en Italie, Lolo, parce qu'avec Modène, d'ailleurs Daniele nous en avait parlé, ce serait bien qu'on l'invite. On va essayer de l'inviter dans l'After Italie pour qu'il nous parle de ce joueur un petit peu atypique. Ouais, mais il a du flair, Daniele. On dirait pas parce qu'il est supporter de la Roma, mais c'est vrai que Yanis Massolin, il a un parcours assez incroyable. Parce qu'il y a 3 ans, il faisait quelques apparitions en Ligue 1 avec Clermont. Puis il est parti en D2 belge au Franc-Borin avant de signer donc en Série B en D2 italienne avec Modène. Et c'est vrai qu'il fait une très bonne saison de milieu de terrain. C'est un profil assez atypique. Il fait quasiment 2 mètres. C'est un joueur qui a 23 ans, donc c'est pas non plus un tout petit jeune. Mais c'est un joueur qui a tapé dans l'œil de l'Inter. Gaucher. Pardon ? Gaucher, oui, c'est ça ? gaucher, c'est ça. Et en qui l'Inter voit un potentiel plus grand. Et c'est vrai que là, l'Inter, ces dernières années, a quand même beaucoup recruté français, ce qui a pas été le cas pendant plusieurs années, avec Thuram, avec Boni, avec Diouf, et là, avec Massolin. Bon, on verra ce que ça donne, évidemment. Ce sera plutôt pour l'été prochain. On va dire un mot, Daniele, du Napoli, qui a pas mal bougé également cet hiver en attaque. Bon, on en a déjà parlé dans l'After Italy, le spécial Napoli de la semaine dernière, qu'on vous invite à télécharger si vous êtes supporter napolitain. Le départ de Luca et de Lang, les arrivées de Giovan et d'Alisson Santos. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord, Lolo, peut-être sur Alisson Santos, qui arrive d'un club qui a bien marché cette saison en Champions League. Juste préciser que Naples, par rapport aux règles de la Ligue italienne, pouvait pas dépenser plus que ce qu'il allait récolter pendant ce mercato. Donc ça les a un petit peu contraints, parce que Daniele parlait de la santé des clubs financiers italiens. Naples, pour le coup, a une très bonne santé financière. Mais voilà, le règlement, on va pas rentrer dans les détails parce que ce serait assommant, mais fait que Naples était un peu contraint pour ce mercato. Mais ils ont pris quand même donc Giovan dont tu parlais, Jérôme, grosse promesse de Vérone en Série A, et Alisson Santos, alors qu'on connaît moins, je vais pas vous le cacher, qui était remplaçant au Sporting cette saison, qui a pris notamment part à la belle campagne du Sporting en Ligue des Champions, qualifié directement. C'est un prêt avec option d'achat. Effectivement, il était plus souvent remplaçant que titulaire, mais décisif toutes les 115 minutes. Donc, chacune de ses entrées, il y avait de l'impact. Et il va remplacer Noah Lang. Noah Lang, lui, qui est parti à Galatasaray après 6 mois difficiles. D'ailleurs, il s'en est ému dans la presse. Il a mis une rafale à Antonio Conte. Donc, voilà, on va voir si Alisson Santos a plus de chances que Noah Lang. Est-ce que c'est suffisant, ce mercato hivernal, pour relancer le Napoli, Daniele ? Alors, les mots-clés de tous les noms qu'on vient de faire, c'est Paris. Ils sont des paris. Naples aussi, ils ont parié sur un joueur que, voilà, on vient de le dire, il ne jouait pas très souvent au Sporting. Il a des qualités. Il y a un agent italien que sur la presse italienne, il a déjà fait la comparaison avec Kvaratskhelia. On va voir. Bon courage. Massolin, il était titulaire à Modène depuis le mois de novembre. Avant, on ne sait pas.
Milan AC aussi, on n'a pas parlé, ils ont acheté un joueur qui s'appelle Alfadio Cissé. C'est un très joueur italien d'origine africaine qu'ils ont laissé en prêt à Catanzaro. Donc c'est ça les achats qu'ils font les équipes italiennes, c'est des paris. Ils aiment bien viser pour les gros lots. Moi je pense que Naples, ils avaient besoin de joueurs parce que voilà, ils avaient trop de blessures. Mais je pense qu'ils ont fait des bons paris. Moi j'aime beaucoup ces profils-là d'Alisson. Et j'aime beaucoup aussi Vergara qu'ils ont sorti du placard avec la poussière. Donc j'aime beaucoup Massola, j'aime beaucoup Ali Cissé. Donc voilà, moi franchement j'aime bien un championnat où on ne dépense pas 70 millions pour un joueur qu'après on reste déçu. J'aime bien les 30 millions pour Robinho Vaz et on peut rêver. Juste un mot, Daniele, pour finir sur ce dont parlait à l'instant Lolo, la polémique Noah Lang qui s'est payé à Antonio Conte. Bon, il fallait lire entre les lignes, mais on a vite compris quand même. Hein. Ça, c'est autre histoire. C'est-à-dire, il faut bien rêver, mais après, il y a la réalité. La réalité, c'est que Naples a un peu raté le marché. On ne sait pas qui. Il y a la question si c'est les directeurs sportifs qui doivent faire les marchés, l'entraîneur être au service du club, des directeurs, ou l'entraîneur doit participer au marché. Parce que là, il y a très clairement un joueur qui est arrivé, il ne savait pas comment s'entraîner à Naples avec Conte. Conte, probablement, il ne savait pas que ce qu'étaient les joueurs. Ils ne se sont pas trouvés depuis le début. Et chaque semaine, il y a un joueur qui parle mal, qui dit des ragots sur Conte. Aujourd'hui, Eden Hazard, son ancien joueur au Chelsea, il a dit qu'il s'ennuyait pendant qu'il s'entraînait avec Conte. Je pense, on ne sait pas, hein, c'est un suspect, mais en Italie, c'est bien d'avoir des suspects de temps en temps. Il y a quelqu'un qui mise un peu Conte dans la presse italienne. Et Conte, je pense qu'il a un peu piétiné quelqu'un qu'il ne veut pas piétiner. Il y a un service téléguidé, tu sais, c'était Diego Costa aussi, Costa la semaine dernière. C'est vrai. Diego Costa, Noah Lang et donc Eden Hazard. Ouais. Là, il y a une campagne. Il y a un algorithme qui est en train de se mettre en place autour d'Antonio Conte. Voilà ce qu'on pouvait dire du mercato hivernal en Serie A. Merci beaucoup, Daniele, merci Lolo. Évidemment, si vous aimez nos podcasts, vous vous abonnez, vous mettez une bonne note, vous écrivez un bon commentaire. L'After Italie revient bientôt. Ciao. RMC After Italie.